Naviguer sur les marchés financiers sans comprendre la macroéconomie, c'est un peu comme, disons, vouloir prendre la mer en pleine nuit, sans carte ni boussole. Alors dans les prochaines minutes, on va décoder ensemble ces fameuses forces invisibles qui dictent la météo financière. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. La macro, ce n'est pas juste de la théorie abstraite pour les salles de cours. Non, non, c'est l'art d'observer le ciel, de sentir le vent qui tourne et de comprendre les courants profonds avant qu'ils n'emportent tout le navire. Bon alors, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, la macro, c'est à la fois notre boussole et notre baromètre. Elle nous donne la direction des grands flux de capitaux et surtout, elle nous alerte sur les tempêtes qui se préparent bien avant que les premières vagues ne viennent frapper le pont. Et si on continue avec la météo, il faut savoir qu'il y a des entités qui ne se contentent pas de la prévoir. En fait, ce sont elles qui la préent. Je parle bien sûr des banques centrales. Elles sont au cœur du réacteur. Elles contrôlent la matière première de toute l'économie, la monnaie. Allez, on va jeter un œil de plus près à ce panneau de contrôle. Parce que pour comprendre le jeu, il faut connaître les règles. Et surtout, il faut connaître les objectifs des deux plus grands joueurs de la planète, la Réserve fédérale américaine, la Fed, et la Banque centrale européenne, la BCE. Et là, attention, on touche à une différence qui est juste fondamentale. Ça explique pourquoi leurs stratégies peuvent être complètement différentes. La Fed, elle, doit jongler avec deux balles en même temps. Maîtriser l'inflation, oui, mais aussi viser le plein emploi. La BCE, de son côté, a une seule obsession, une priorité absolue, la stabilité des prix. Tout le reste, eh bien, ça passe après. C'est crucial de comprendre ça parce que ça conditionne absolument toutes leurs décisions. Et cet objectif numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique, c'est de maîtriser l'inflation. Vous savez, cette force qui grignote lentement mais sûrement la valeur de notre argent. C'est l'ennemi public numéro 1 de l'épargnant et du consommateur. Le chiffre magique qu'on entend partout, c'est 2%. Mais pourquoi pas zéro? Bonne question. En fait, ce petit 2%, il sert de marge de sécurité, une sorte de coussin pour éviter de tomber dans un piège bien plus redoutable. Et ce piège, le voilà, c'est la déflation. Si on dit que l'inflation est une sorte de maladie chronique, alors la déflation, c'est un poison violent, capable de paralyser une économie en l'espace de quelques mois. C'est la hantise absolue de n'importe quel banquier central. Et voilà pourquoi. C'est une spirale absolument mortelle. Pensez-y une seconde. Pourquoi j'achèterai aujourd'hui quelque chose qui sera moins cher demain? Si tout le monde se pose cette question en même temps, la consommation se gèle, les entreprises se retrouvent à genoux, et ça déclenche une réaction en chaîne dévastatrice. Donc, le point crucial ici, c'est de ne surtout pas confondre le poison et son antidote. Quand on entend parler de désinflation, c'est en fait une bonne nouvelle. Ça veut juste dire que la fièvre baisse, que la hausse des prix se calme. C'est le signe d'un retour à la normale, pas du tout le début de la catastrophe. D'accord. Alors, comment les banques centrales s'y prennent concrètement pour agir? Eh bien, elles ont une véritable boîte à outils pour soit refroidir une économie qui surchauffe, soit à l'inverse pour tenter de la réanimer. Sur les marchés, on adore les images. Une banque centrale qui part en guerre contre l'inflation en montant les taux, on dit qu'elle est hawkish, comme un faucon qui fond sur sa proie. À l'inverse, si elle veut soutenir l'économie en baissant les taux, on dit qu'elle est dovish, douce comme une colombe. Mais parfois, les outils classiques, ça ne suffit pas. En cas de crise majeure, les banques centrales sortent l'artillerie lourde, le fameux quantitative easing, ou QE. C'est bien plus qu'une simple baisse de taux. Là, on parle d'une inondation contrôlée de liquidités dans tout le système pour essayer de ranimer la machine du crédit et de l'investissement. Et évidemment, ce qui a été injecté doit parfois être retiré. C'est le quantitative tightening, le QT. Là, la banque centrale se met au régime sec, elle aspire les liquidités en trop, ce qui a pour effet de resserrer les conditions financières. C'est l'opération inverse, et croyez-moi, elle est souvent beaucoup plus délicate à gérer. Mais attention, les banquiers centraux ne sont pas les seuls à parler. Le marché lui-même envoie des signaux. Et le plus célèbre et sans doute le plus redouté, c'est l'inversion de la courbe des taux. Quand prêter de l'argent à court terme devient plus rentable que de prêter à long terme, c'est un signe quasi unanime que le marché anticipe une récession à l'horizon. Ok, maintenant qu'on connaît les acteurs et leurs outils, il nous faut des points de repère. On va se construire une sorte de tableau de bord, un GPS mental, avec les quelques chiffres qui comptent vraiment pour s'orienter. Alors attention, l'idée, ce n'est surtout pas de mémoriser le chiffre du jour à la virgule près, ça change tout le temps. Non, ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur, savoir si on est en territoire normal, élevé ou bas. C'est ça, avoir une boussole. En voilà 4 qui sont absolument fondamentaux.
Le taux 10 ans américain, c'est le coût de l'argent à long terme pour la planète entière. Le S&P 500, c'est le pouls de la santé des entreprises américaines. L'euro-dollar, c'est le rapport de force économique entre l'Europe et les États-Unis. Et le pétrole, eh bien, c'est le prix de l'énergie qui fait tourner toute la machine mondiale. Et pour finir ce tableau de bord, il nous faut un indicateur de sentiment, d'ambiance. C'est le VIX, qu'on surnomme l'indice de la peur. C'est simple, c'est le rythme cardiaque du marché. Souvent, tout est calme, le marché est serein. Au-dessus de 30, c'est le début de la panique. C'est notre sismographe. Bon, voilà. On a maintenant la carte, la boussole et le baromètre. Le but, ce n'est plus de subir la météo, mais de la lire, d'anticiper. Alors, la vraie question maintenant, c'est, avec ces outils en main, quels sont les nuages qu'on voit se former à l'horizon? Ceux que la plupart des gens, peut-être, ne regardent pas encore.